cette semaine. C'est la semaine de relâche et la Sûreté du Québec rappelle que la prudence est de mise. Le tiers des jeunes Canadiens ont été victimes de cruauté en ligne. Et la vapoteuse est aussi dangereuse que la cigarette. Bonjour, ici Dany Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine du 27 février 2023. En cette semaine de relâche, la Sûreté du Québec souhaite rappeler que la prudence est de mise quant aux activités récréotouristiques pratiquées en famille, particulièrement à cette période de l'année. Partout au Québec, tout au long de cette semaine, plusieurs jeunes pourront avoir l'opportunité de pratiquer des sports motorisés avec leurs parents. Il est important de se rappeler quelques consignes de sécurité pour que le tout se déroule de façon sécuritaire. Malheureusement, dans le but d'amuser les enfants, certains adultes adoptent des comportements qui s'avèrent être non sécuritaires et à risque de blessures graves lors de la pratique de ces sports motorisés. Par exemple, il n'est pas permis d'attacher un tube à neige ou tout autre objet de glisse derrière une motoneige ou un quad. Ceci s'avère être une action imprudente selon l'article 30 sur la loi des VHR et l'amende prévue est de 450 $. Il est permis d'avoir des passagers dans une carriole derrière, mais celle-ci doit comporter une attache rigide, de même que des réflecteurs et un feu qui s'actionnent au freinage. Les passagers, tout comme le conducteur, doivent porter un casque. Les carrioles commercialisées pour cet usage répondent aux normes exigées. Aussi, il est interdit d'installer un enfant devant vous sur une motoneige ou un quad. Ceci s'avère être aussi une infraction selon l'article 49 de la loi sur les VHR et l'amende prévue est de 350 $. Le passager doit occuper une place aménagée pour lui derrière le conducteur et les pieds de l'enfant doivent reposer sur un marchepied. Tout conducteur de véhicule hors route de moins de 16 ans ne peut circuler sur un sentier, une route, une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité. À défaut, l'amende est de 450 $. Cependant, il a le droit de circuler sans la surveillance d'un adulte sur le terrain privé familial. Voici quelques petits conseils de sécurité. Circuler sur les sentiers et éviter les plans d'eau non balisés. L'état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s'aventurent hors des sentiers. Respectez les limites de vitesse et adaptez votre conduite en fonction des conditions des sentiers et de la visibilité. Et aussi, maintenez allumés les phares de votre VHR. Alors, bonne semaine de relâche et amusez-vous bien en famille, mais soyez prudents. Un motoneigiste, justement, est décédé dimanche après avoir percuté un arbre de plein fouet en bordure d'un sentier à Saint-Cuthbert. Selon Mme Hélène Saint-Pierre, porte-parole pour la Sûreté du Québec, l'homme âgé dans la soixantaine faisait une balade sur le sentier Fédéré 63 avec deux autres motoneigistes lorsqu'il a perdu la maîtrise de son bolide aux environs de 9 heures dimanche dernier. La victime a subi de graves blessures, desquelles il est finalement décédé. Un enquêteur spécialisé en reconstitution de scènes d'accident s'est rendu sur place pour tâcher de déterminer les circonstances ayant mené à l'accident. La première fin de semaine de la relâche a été particulièrement difficile sur les sentiers de motoneige. On a eu 2 décès qui sont survenus à Tring-Jonction en Beauce et aussi à Sainte-Hélène-de-Bagotte vendredi. Une 3e personne a aussi succombé après un accident survenu samedi à Saguenay. Un piéton a perdu la vie après avoir été happé mortellement par un véhicule dimanche en milieu de soirée à Sainte-Geneviève-de-Berthier. L'accident est arrivé vers 20 heures sur l'autoroute 40 Ouest. L'impact serait survenu lorsque la victime aurait tenté de traverser l'autoroute à pied après avoir fait une sortie de route, a expliqué la sergente Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec. L'homme a subi des blessures graves et son décès a été malheureusement constaté sur place. Le conducteur du véhicule, tant qu'à lui, il s'en est tiré indemne.
Un policier spécialisé en enquête collision s'est rendu sur place pour éclaircir les causes et les circonstances entourant l'événement et l'autoroute a été fermée un moment le temps de l'enquête. Dans un grand esprit de collaboration inédit au Québec, les différents syndicats représentant les travailleurs de la santé et des services sociaux de la région de la Naudière s'unissent pour que soit reconnu l'apport de l'ensemble du personnel dans la prestation d'une offre de services et de soins de qualité dans la Naudière. Après plus de 3 années pour le moins difficiles en raison de la précarité du système de santé et des services sociaux, de la pandémie, du manque de personnel chronique dans le réseau et de la hausse de la détresse psychologique chez les travailleurs, les différents représentants s'inquiètent des nombreux défis qui continuent d'affliger la pratique des travailleurs de la santé et des services sociaux et qui poussent toujours plus de professionnels à quitter le réseau. Ainsi, l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-La Naudière, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, l'APTS, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CI3S de La Naudière, CSN, et la FIQ, Syndicat des professionnels en soins de La Naudière, joignent leurs voix pour une seule et même cause, le maintien d'un système de santé et services sociaux en santé. Selon la docteure Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-La Naudière, eh bien, ces 2 régions sont les plus négligées du système. Sous-financement, difficulté d'accès et manque de personnel. Les besoins en sont criants et ajoutent aux défis. Selon M. Kevin Newberry, président de l'APTS, eh bien, pour retenir ces acteurs essentiels au bon fonctionnement du système de santé et des services sociaux, il presse d'alléger le fardeau qui pèse sur ces travailleurs. Car la surcharge, la détresse psychologique et le climat de travail se sont détériorés ces dernières années. Ces problématiques sont connues et décriées depuis longtemps. Et selon M. Simon Deschênes, président des syndicats des travailleuses et travailleurs du CI3S de La Naudière du côté CSN, l'argent ne réglera pas tout. Il faudra investir dans la mise en place de mesures qui parviendront à retenir le personnel et à convaincre la relève de s'engager dans une carrière dans le réseau. Il faut aussi améliorer la qualité de vie au travail en développant le sentiment d'appartenance et en valorisant le rôle essentiel de chacun des employés qui contribuent au bon fonctionnement du réseau de la santé et des services sociaux. Eh bien, en marge de ces déclarations qui mettent également en lumière l'importance d'un réseau public fort, gratuit et universel, soulignons que les différentes organisations prévoient se réunir au besoin pour discuter des enjeux communs qui concernent leurs travailleurs. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de reconstruction du pont de la Rivière-Blanche, situé sur la route 348 à Saint-Didas, débuteront le 27 février prochain et se poursuivront jusqu'en juillet 2023. Pendant toute la durée du chantier, la route sera complètement fermée de part et d'autre de la structure. Les usagers seront invités à emprunter le chemin de détour suggéré par les routes 349 et 350. Une coordination avec les responsables des services d'urgence, du transport scolaire, du déneigement et des collectes de déchets ont été mises en place afin d'assurer la continuité des services en tout temps. Conscient des inconvénients causés par cette fermeture, le ministère remercie les automobilistes, les résidents et les commerçants de leur compréhension. Le pont qui a été construit en 1953, eh bien, il a atteint sa durée de vie utile. La nouvelle structure d'une longueur de 50 mètres, incluant les approches qui seront aussi reconstruites, sera dotée de 2 voies de 3,3 mètres et d'accotements de 2 mètres de largeur dans chaque direction. La réalisation des travaux permettra de rétablir les charges légales du pont sur laquelle circulent en moyenne 900 véhicules par jour, dont 15 % de camions. Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois vient d'adopter un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur de la rue principale entre l'avenue Poirier et le chemin de Saint-Norbert. Un plan qui est en application depuis le 30 janvier dernier.
L'objectif principal est de mieux encadrer les interventions de rénovation, de construction et d'agrandissement dans le centre du village pour en préserver le cachet. C'est ce qu'explique Mme Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. C'est une demande constante des citoyens qui revient régulièrement dans les consultations. Alors, l'objectif de ce nouveau plan est de préserver le cadre bâti du noyau villageois pour une question de valeur patrimoniale, de legs historique, de cachet et d'identité. Des exemples visuels bons et à éviter seront mis en ligne afin d'illustrer les objectifs et les critères d'analyse des projets. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre le service d'urbanisme de Saint-Félix-de-Valois. L'équipe d'opération Enfants Soleil était de passage le 23 février à Saint-Alexis afin de remettre 51 920 $ à 4 établissements pour la réalisation de leurs projets. Projets qui auront un impact important dans le parcours de soins des enfants de la région. Dans le cadre de sa tournée des Merci 2023, Opération Enfants Soleil s'arrêtera dans les 17 régions afin de remettre aux grands centres pédiatriques du Québec ainsi qu'aux hôpitaux et aux organismes des 4 coins de la province sa contribution grâce à tous les efforts déployés au cours de la dernière année. Ces sommes permettront de répondre de façon concrète aux besoins des différents établissements, d'appuyer aussi les équipes médicales et d'offrir les meilleurs soins à nos tout-petits. La tournée des Merci est un moment privilégié pour Opération Enfants Soleil. C'est le moment où la mission prend tout son sens, alors que cela va permettre la réalisation de plus de 110 projets concrets dans les soins prodigués aux enfants partout au Québec. À ce jour, c'est plus de 1 700 000 qui a été versé dans la région de la Naudière. Cette année, 17 000 $ ont été remis au centre hospitalier de la Naudière et grâce à cette somme, le centre hospitalier pourra se procurer un moniteur permettant de surveiller les signes vitaux des enfants, et ce, en continu. Il y aura également 20 000 $ qui a été remis à l'hôpital Pierre-Legardeur qui pourra se procurer 2 lampes de photothérapie permettant de traiter la jaunisse chez les enfants, de même que 10 thermomètres digitaux. 13 400 $ ont également été remis au CLSC de la Valtrie, qui financera, dis-je bien, l'achat de 2 tables d'examen pédiatriques et de 2 tensiomètres sur roulette. Et finalement, 1 520 $ a été remis à la Maison des jeunes de Berthier et Saint-Barthélemy par les fonds de sport et santé durable d'Opération Enfants Soleil. Ces argents visent à promouvoir et à soutenir de saines habitudes de vie chez les enfants, par le sport, l'activité physique et une saine alimentation, ainsi qu'à cultiver le mieux-être émotionnel et mental. La somme remise permettra notamment de financer l'achat de plusieurs balles, bâtons et gants de balle molle. Dans le cadre de la Journée du chandail rose, une initiative populaire qui vise à souligner la lutte contre l'intimidation, le Centre canadien d'éducation aux médias numériques, Abilo Média, a révélé que près du tiers, soit 32 % des jeunes Canadiens âgés de 9 à 17 ans, ont été victimes de méchanceté et de cruauté en ligne, et que près de la moitié, soit 49 %, en ont été témoins. Les données du nouveau rapport, appelé « La méchanceté et la cruauté en ligne », un rapport qui a été mené à l'automne 2021 auprès de plus de 1000 jeunes âgés de 9 à 17 ans, montre que les adolescents subissent souvent ces méfaits, spécialement dans les jeux en ligne, à 41 %, par texto ou messages privés, à 37 %, ainsi que dans des messages ou des commentaires dans les médias sociaux, 26 %. Selon le rapport, les jeunes qui vivent ce genre de situation lors de leurs échanges virtuels sont plus susceptibles d'adopter eux-mêmes ces comportements de méchanceté par la suite. Selon Mme Cara Brisson-Boivin, directrice de la recherche Abilo Média, il n'est pas réaliste de suggérer que les jeunes arrêtent tout simplement d'utiliser des appareils ou des plateformes. Nous devons plutôt offrir à tous les jeunes des ressources qui les aident à interagir tout en faisant preuve d'empathie. La directrice a également souligné que les adultes peuvent obtenir aussi de l'aide pour participer à la vie numérique de leurs enfants, sans toutefois utiliser la technologie pour les surveiller.
Les données suggèrent que les jeunes qui doivent respecter les règles à la maison sur l'utilisation de la technologie sont moins susceptibles d'adopter des comportements cruels en ligne et plus susceptibles de demander de l'aide face à la cyberintimidation. Toutefois, lorsque le temps d'écran est plutôt contrôlé par le biais de moyens technologiques, les jeunes sont plus susceptibles d'être victimes de méchanceté en ligne, d'en être témoins ou d'adopter ces comportements. On en parle souvent ces temps-ci et voici une autre étude sur les vapoteuses qui fait surface. Selon cette étude américaine, le vapotage endommage l'ADN des cellules de la bouche autant que le fait le tabagisme. Les chercheurs de la faculté de médecine Keck de l'Université Southern California ont également constaté que parmi les usagers qui vapotent exclusivement, certains dispositifs et arômes causent des dommages plus importants que d'autres. Ces résultats déboulonnent un peu plus le mythe du vapotage en tant qu'alternative sécuritaire à la cigarette, considère le docteur Nicolas Chady, qui est pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie au CHU Sainte-Justine. Selon M. Chady, ces études sont en train de démontrer que pour les cellules plus spécifiques de la bouche, il y a des risques quand même assez similaires entre la fumée de cigarette puis l'aérosol de vapotage. Ce qui est intéressant, parce qu'on a souvent tendance à dire que le vapotage est tellement moins nocif et tellement plus sécuritaire que la fumée de cigarette. Eh bien, n'importe quel produit inhalé à haute température, ajoute le Dr Chady, va pouvoir engendrer des risques de mutation au niveau de la reproduction cellulaire. Et quand on parle de mutation dans la reproduction des cellules, eh bien, on veut dire vraiment risque de cancer. Les chercheurs ont pu établir que les dommages causés à l'ADN en comparaison avec les non-fumeurs étaient 2,6 fois plus élevés chez les fumeurs et 2,2 fois plus élevés chez les vapoteurs. Il serait aussi plausible de penser que les changements génétiques ne se limitent pas aux cellules de la bouche, même si l'étude ne s'est pas penchée sur la question. Les niveaux les plus élevés de dommages à l'ADN ont été mesurés chez les vapoteurs qui utilisaient des dosettes. Les vapoteuses à saveur sucrée ont été associées aux dommages génétiques les plus importants devant les vapoteuses à saveur de menthe, de menthol et de fruits. Cette étude, poursuit le spécialiste, illustre l'importance de prévenir l'utilisation de la vapoteuse chez les enfants et les adolescents. Les Loups passent en demi-finale contre Vaudreuil-Dorion. Les Loups ont mis fin à la série contre Waterloo en remportant une victoire facile de 10-2 vendredi soir dernier, le 24 février, à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Les Loups remportent ainsi la série 3-5 en 3 rencontres. Ils ont d'ailleurs dominé cette série en comptant 24 buts contre seulement 9 buts pour leur adversaire. C'est en fin de semaine prochaine que la série demi-finale 4-7 contre Vaudreuil-Dorion se mettra en branle. Mais ce ne sera pas facile pour les Loups car le Hockey Sport Expert de Vaudreuil-Dorion a terminé au premier rang du classement de la LHSE. La date et heure de cette première partie de la série reste encore à être déterminée. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission L'Espagnol en voyage. Apprenez l'espagnol dans le confort de votre foyer avec Madame Susana Ochoa. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.